Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un format que je n'ai plus fait depuis des lustres. Il s'agit du format Le Renard en bulle dans lequel on va parler tout d'abord de Switch Me On, de La fille de la mer. On poursuivra avec Le secret des bonbons pamplemousse et enfin on terminera avec la série de manga Le bateau de Thésée. Donc on va commencer tout de suite. Je débute ce nouvel épisode du Renard en bulle avec un shoujo que j'ai commencé il y a 2 ans mais que j'ai terminé assez récemment. Switch Me On, c'est écrit et dessiné par Kujira et publié par la maison d'édition Akata. Dans ce manga, nous suivons le personnage de Koyori, une jeune femme qui travaille dans l'industrie des jeux vidéo, et alors que cette dernière se fait quitter assez violemment, elle se réconforte en passant une soirée tout aussi arrosée et olé olé avec son meilleur ami Ijiri, qui lui est amoureux de la jeune fille depuis très longtemps. Face à cette situation, ils décident de se mettre en couple et de faire petit à petit évoluer leur relation. Quand j'ai commencé ce manga, ça faisait un petit temps que je n'avais plus lu des shoujo assez classiques ou des histoires basées sur des relations amoureuses. Et après avoir adoré Orange de Ichigo Takano, publié dans la même maison d'édition, je me suis dit que j'allais continuer à explorer ce genre et le catalogue de cette maison d'édition, puisque ça me semblait mettre en avant des histoires plus modernes, moins stéréotypées et qui osaient enfin parler de sujets beaucoup plus sensibles. Et je dois dire que le début du manga m'avait pas mal convaincue. J'ai regardé les notes que j'avais mises sur Livre Addict et pour le premier tome, je lui avais attribué la note de 16/20, ce que je considère comme une très bonne note. Je me souviens avoir passé un bon moment, mais je restais quand même un petit peu sur mes gardes, ne sachant pas comment allait tourner l'histoire, et parfois, il faut bien le dire, le comportement très mélodramatique de Koyori m'agaçait. Mais au fil des tomes, mon avis s'est émoussé, est devenu bien plus nuancé, et j'ai terminé la série sur un tome franchement moyen, et ça impacte clairement mon avis final parce que tout ce que j'en retiens, c'est qu'au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'étais de plus en plus mal à l'aise. Déjà, je n'aime pas beaucoup la trope de Friends to Lovers, qui est bien trop mélodramatique à mon sens. Je préfère 1000 fois le Rivals to Lovers, mais ça, quand j'ai commencé Switch Me On en 2022, je ne le savais pas. Bref, on essaye de mettre en avant un couple ayant une relation saine, qui communique beaucoup, mais je n'ai pas trouvé leur couple aussi sain que ça. Tout d'abord, j'ai trouvé que l'alchimie entre Ijiri et Koyori était poussive et forcée au possible. Je trouvais qu'ils allaient très mal ensemble, qu'ils se comportaient comme des gamins immatures et que chacun avait des réflexions vraiment étranges. Entre Ijiri qui avait l'air de vivre sa meilleure vie parce qu'il avait enfin réussi à se mettre en couple avec sa meilleure amie et Koyori qui n'arrivait pas à voir Ijiri autrement que comme son ami, ça crée un décalage assez étrange à vivre. Ensuite, il y a beaucoup de scènes spicy. J'ignorais totalement ça et donc j'avais forcément commis l'erreur de lire un tome dans un train bondé en espérant que personne ne voit ce que j'étais en train de lire et qu'il y ait des scènes un peu olé olé ne me dérange pas outre mesure. Par contre, ce qui me dérange plus, c'est que le respect du consentement est très très limite puisque effectivement Koyori utilise beaucoup de stratégies d'évitement et Ijiri passe souvent outre ces stratégies sans jamais se remettre en question, sans jamais vraiment écouter Koyori qui n'a pas du tout les mêmes désirs et mêmes envies que son partenaire dans ce domaine. Et c'est d'autant plus déconcertant qu'on nous présente un couple qui communique, qui exprime ses besoins et ses envies, etc. Donc finalement, le dernier arc n'est pas aussi surprenant quand j'y pense. Dernier arc que j'ai vraiment détesté. Je ne m'étendrai pas dessus pour éviter tout spoiler, mais je l'ai trouvé tellement mièvre, niais et mélodramatique. Honnêtement, je ne vous conseille pas ce manga. Il y a d'autres shoujo qui sont bien meilleurs, comme Orange que j'ai cité bien plus tôt, ou bien Le Sablier de Inako Ashihara, qui a beau être sorti dans le début des années 2000 et d'une modernité déconcertante et de bien meilleure facture que Switch Me On. Ensuite, dans un registre bien plus positif, je vais vous parler de la bande dessinée La fille de la mer de Molly Knox Ostertag, publiée chez Kinae.
On va suivre l'histoire de Morgane, une jeune fille âgée de 15 ans qui vit sur une petite île au large du Canada, mais cette dernière se sent en décalage avec son environnement. Ses amis ont du mal à la comprendre, sa famille également, et donc Morgane n'a qu'une seule envie, c'est de quitter cette île à la fin de ses études secondaires. D'autant plus que Morgane est attirée par les filles, ce qu'elle a vraiment du mal à gérer, et un jour une jeune fille nommée Kelty va la sauver de la noyade, ce qui va créer une relation entre les deux jeunes filles. Je pense que vous le savez déjà, mais j'aime beaucoup ce que publie cette maison d'édition. Je trouve qu'ils ont des titres avec des messages très forts, universels, et les auteurs et autrices de cette maison d'édition savent les véhiculer avec beaucoup d'intelligence et de pertinence. J'ai découvert des titres que je recommande chaudement comme Ours de Joey Todd Stanton qui raconte l'histoire d'un chien guide qui devient lui-même malvoyant, album pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et qui parle vraiment à l'amoureuse des chiens que je suis. Tout cela pour dire que Kinae est une maison d'édition qui publie des titres au sujet important, aux histoires qui font la part belle à l'inclusivité et je n'ai jamais été déçue par leur parution. Et La fille de la mer n'échappe pas à ce constat, même si je dois bien avouer que j'ai quelques réticences et quelques remarques un petit peu plus négatives à émettre. Je vais peut-être commencer par parler du dessin que j'ai trouvé très chouette et je vais essayer d'insérer quelques images pour que vous puissiez vous faire une idée du style graphique. Personnellement, je le trouve très soigné, les couleurs sont très jolies et ça dégage une atmosphère très chaleureuse et douillette. Cependant, si je n'ai rien à redire sur le graphisme, je dois dire que l'histoire m'a un tout petit peu moins embarquée que prévu. Les thèmes abordés par l'autrice sont importants et bien traités puisqu'on parle notamment d'écologie, de la préservation des écosystèmes marins, de la tolérance, de l'acceptation des autres et de leurs différences, mais également de ses propres différences. Néanmoins, j'ai trouvé que le ton et le caractère donné à l'héroïne sonnaient un petit peu faux et étaient un petit peu caricatural et cliché. C'est peut-être un peu moins fin et nuancé que sur les autres titres de la maison d'édition et donc ça m'a forcément un petit peu moins embarquée. Morgane est présentée comme l'adolescente qui ne communique pas, qui s'enferme dans sa bulle et qui accuse toujours les autres de ne pas la comprendre sans pour autant faire preuve d'empathie ou d'essayer, elle, de comprendre les autres et de se mettre à leur place, ce qui peut donner des scènes où elle paraît très égoïste et donc j'ai eu un peu du mal à m'attacher à elle. Je la retrouve trop dans ce portrait d'adolescence qui se sent injustement incomprise, injustement exclue et mise au banc de tout alors qu'elle se soucie uniquement de ses propres sentiments et de ses propres problèmes. Évidemment, elle va évoluer et s'ouvrir petit à petit, faire preuve d'empathie et d'écoute, etc. Pour autant, j'ai vraiment du mal à m'attacher à elle et je trouve qu'on est assez loin d'un portrait moderne et nuancé de l'adolescence. Après, c'est quand même une bande dessinée très agréable à lire, avec une petite romance toute mignonne qui sera parfaite pour l'été ou pour le printemps avec l'arrivée des beaux jours. Si c'est pas ma BD préférée de chez Kinae, je reconnais qu'elle a quand même beaucoup de qualité et qu'elle saura plaire à tous et toutes. Après le Canada, direction le Japon avec Le secret des bonbons pamplemousse qui est scénarisé par Camille Monceau, l'autrice à qui on doit l'une de mes séries historiques préférées, Les Chroniques de l'érable et du cerisier, qui est publiée chez Gallimard. Et pour cette BD, elle est accompagnée de Virginie Blanchet au dessin et le tout est à retrouver chez Robert Laffont dans leur collection Inari. L'histoire se déroule dans le Japon actuel, dans une petite confiserie de village périclite depuis le décès du confiseur et donc propriétaire de la boutique, et à l'approche du festival Obon, un festival bouddhiste célébré au Japon et qui a pour but d'honorer l'esprit des défunts. Mayumi, la fille des propriétaires, revient et avec elle, tous les non-dits et les secrets vont être révélés. C'est une BD surprenante dans le sens où je m'attendais à évoluer dans une ambiance très douce, très tranquille et réconfortante, un peu comme le décrivait Alex Bouquin en Prada dans une vidéo où elle découvre l'œuvre, et en réalité, on est à 1000 lieues de ça. J'ai trouvé l'ambiance très toxique, très traumatisante et très lourde. Les autrices parlent de sujets traumatisants avec plus ou moins de maladresse et de contradiction et je ne m'y attendais pas du tout. Évidemment, je pensais pas que tout serait rose et que l'ambiance serait nimbée d'une douce mélancolie, mais là, on était clairement aux antipodes de mes attentes.
Néanmoins, si l'ambiance et les différents sujets m'ont clairement mis mal à l'aise, je tiens à souligner que l'autrice a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité concernant la narration. C'est un récit polyphonique où chacun et chacune apporte une pièce du puzzle, sa vérité, et c'est un procédé que j'aime beaucoup. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution des différents personnages, même si je dois bien avouer que je trouve ça toujours très facile de voir que tout va pour le mieux à partir du moment où chacun lâche son secret, comme si c'était aussi facile que ça de surmonter son traumatisme ou simplement de s'accepter tel qu'on est. Pour ce qui est des dessins, j'ai beaucoup aimé l'utilisation des couleurs et le fait que celles-ci accentuent les différentes atmosphères et ambiances qui parcourent le récit. J'essayerai encore une fois de vous insérer quelques visuels pour que vous puissiez voir à quel point les couleurs sont jolies et sont un point fort du récit. Par contre, le chara-design est particulier. Les personnages dessinés comme des chibis me font penser à des Playmobil, ce qui est toujours perturbant, et cette sensation ne s'est pas estompée au fur et à mesure des pages. Bref, c'est une BD que j'ai aimée, je trouve la proposition intéressante, et c'est à chaque fois un plaisir de plonger dans la culture nippone grâce aux œuvres de Camille Monceau parce qu'on voit qu'elle connaît ce pays, sa culture et ses mœurs. En revanche, on est vraiment loin de la lecture parfaite, douillette et cosy que je pensais effectuer, donc à lire, mais avec quelques précautions. Et je termine cette vidéo par une série de mangas que j'ai tout simplement dévoré. Il s'agit du seinen Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, publié chez Vega Dupuis. Dans cette série de 10 tomes, on suit l'histoire de Shin, un jeune homme vivant à Tokyo et dont le père est accusé pour le meurtre par empoisonnement au cyanure de potassium d'une quinzaine d'élèves et de quelques professeurs dans une école primaire d'Hokkaido. Néanmoins, celui-ci a toujours clamé son innocence et fait tout pour éviter de subir le jugement qui lui est réservé, à savoir la peine de mort. Et Shin, lui, se retrouve père célibataire du jour au lendemain puisque sa femme meurt en couche et que cet événement va créer d'importants conflits pour la garde de l'enfant. Afin de connaître enfin la vérité, Shin va se rendre à la prison où vit son père, mais avant, il veut se recueillir sur les lieux du drame et c'est là qu'il va se retrouver enveloppé dans une étrange brume qui le ramène en janvier 1989, soit 6 mois avant le drame. C'est un récit qui m'aura vraiment absorbé et ce, dès les premiers chapitres. Pourtant, je dois dire que le résumé me laissait assez sceptique puisque je ne suis pas une grande amatrice d'enquête. En série télé, oui. En lecture, un peu moins. Et je ne suis pas friande des voyages temporels et ce, quel que soit le support. J'ai beau en consommer, peu arrive à trouver grâce à mes yeux parce que je trouve qu'on part toujours sur des facilités scénaristiques ou alors ça devient très rapidement incohérent au possible. Mais là, le bateau de Thésée parvient à conjuguer parfaitement ces deux aspects et j'ai vraiment été happée par l'histoire. J'élaborais sans cesse plein de théories toutes plus farfelues les unes que les autres sur l'identité du tueur, sur ses motivations, sur les événements étranges qui rythmaient le quotidien de ce petit village d'ordinaire si paisible et j'ai enchaîné les 10 tomes sans jamais être lassée, bien au contraire. Et même si je trouve que la révélation finale est un petit peu moyenne, ça n'a pas entaché mon plaisir de lecture ni l'affection que je porte à cette saga. Parce qu'au fond, c'est plus qu'une enquête. On parle de famille, de liens familiaux, de seconde chance, de deuil, etc. Et c'était extrêmement bien traité. En ce qui concerne le dessin, je n'ai rien à redire. Le trait est classique, ça fonctionne bien. Ce n'est pas une révélation en termes de visuel, mais en l'occurrence, si les dessins étaient fourmillants de détails, très ronds, très doux, je pense que ça n'aurait pas servi l'histoire. Bref, c'était vraiment une chouette découverte, ça faisait longtemps qu'un manga ne m'avait pas autant embarqué et je le recommande à tout le monde, qu'on soit amateur ou amatrice d'enquête, de failles temporelles, etc. ou non. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire
si vous avez lu l'un de ces 4 livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me faire part de vos derniers graphiques lus. Je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. Et puis n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.